avons notre casque et notre gilet. L'équipe de Real Economy est prête à vous faire découvrir comment nos déchets peuvent se transformer en or dans une démarche durable bâtissant l'économie circulaire de demain. Nous allons vous montrer les nouvelles méthodes de production industrielle dans le cadre de ce modèle de développement dont la ville d'Amsterdam est une référence. Nous verrons ce que l'Europe peut faire de plus avec David Palmer Jones, PDG de Suez Royaume-Uni, qui gère le site de recyclage de matériaux dans lequel nous nous trouvons. L'économie circulaire signifie bien plus que le recyclage. Dans notre cours accéléré, précisons d'abord en quoi elle implique de nombreux changements dans nos modes de vie, de production et de consommation. Aujourd'hui, dans notre économie linéaire, on puise des ressources, on fabrique, on utilise et on se débarrasse. On jette 90% des matières premières qui ont servi à produire, disons, une machine à laver avant même qu'elle n'ait quitté le site de production. Les grandes entreprises vendent près de la moitié de ces déchets, mais les PME le font moins. Le reste finit à la décharge, tout comme 80% des produits que nous fabriquons dans les 6 mois après leur sortie d'usine. Passer à une économie circulaire, cela veut dire concevoir, produire et utiliser différemment cette machine à laver. Il faut imaginer des produits en pensant à leur reconditionnement, leur remise en état et leur recyclage, et éviter tout gaspillage. Ce qui a été fabriqué par l'homme, ou ce qui est métallique, ou même biodégradable, peut avoir une autre utilité. Si l'on recourt exclusivement aux énergies renouvelables, on ne nuit plus à l'environnement en cherchant des ressources qui sont de toute façon limitées. La mise en place de cette économie réduirait nos émissions de gaz à effet de serre et ferait économiser 600 milliards d'euros aux entreprises européennes. Le paquet européen Économie circulaire prévoit de l'argent. Entre Horizon 2020, les fonds structurels et le fonds de cohésion, on injecte des milliards d'euros pour favoriser une meilleure utilisation des ressources, stimuler la recherche et l'innovation, aller vers le sobre en carbone et soutenir les PME. Il comporte aussi des mesures. On essaie de changer les législations sur les déchets et d'inciter les entreprises à recycler davantage. En revalorisant, les industriels peuvent faire des économies d'ampleur, réduire drastiquement leurs dépenses en énergie et leurs rejets carbonés. Guillaume Desjardins est allé voir comment y parviennent les pionniers en la matière. Aujourd'hui, tout le monde comprend bien l'intérêt de recycler les produits qui ne fonctionnent plus. Mais avant d'en arriver là, pourquoi ne pas prolonger leur durée de vie ? La Commission européenne travaille sur un plan qui vise à promouvoir les principes de l'économie circulaire, comme l'éco-conception, l'extension de garanties et la lutte contre l'obsolescence programmée. Certaines entreprises ne l'ont pas attendu pour les adopter. Découvrons l'une d'entre elles. Cette usine située en France produit des moteurs et des pièces pour l'automobile depuis 1949, mais elle récupère aussi les composants usagés. Alors arrivées dans l'usine, les pièces sont séparées entre celles trop abîmées et qui devront donc être refondues et les autres qui pourront être rénovées. Au final, à la sortie de l'usine, elles sont comme neuves. Aujourd'hui, le site génère 0 déchet, un résultat qui n'a pas été facile à obtenir. Il a fallu repenser chaque étape de la fabrication et de la vie de la voiture. Et la boucle est bouclée. L'économie circulaire commence à la conception. Nous retravaillons la conception de nos organes mécaniques pour qu'on facilite le démontage et le recyclage des pièces de ces organes, donc maximiser la récupération de ces organes. Alors tout ceci a bien entendu un coût, mais si des grands groupes se sont lancés dans la bataille, c'est bel et bien que le projet est rentable. En effet, les consommateurs sont friands de produits éco-responsables. Ils sont plus de 80% à déclarer qu'il s'agit d'un critère dans leur décision d'achat. Mais ce n'est pas tout. L'an dernier, l'entreprise a réduit sa consommation d'énergie et d'eau de 80 et 88% et fait l'économie de 4000 tonnes de métal. Quand une entreprise s'engage dans l'économie circulaire, elle va augmenter sa rentabilité. Pour au moins 2 grandes raisons. La première, c'est que l'entreprise va économiser sur ses coûts de matières premières et va économiser aussi sur ses coûts de traitement des déchets, mais aussi parce que les produits éco-conçus vont mieux se vendre. Pour renforcer la rentabilité de cette démarche sur le long terme, les entreprises ont aussi besoin d'un marché organisé des déchets et de leur revalorisation.
L'Europe peut-elle faire plus en la matière? Nous sommes avec David Palmer-Jones, il préside la Fédération européenne des activités du déchet, FEAD. Il est aussi le PDG de Suez, Royaume-Uni. Comment faire passer l'industrie à l'économie circulaire, en particulier les PME? Il y a vraiment deux types d'industries, celles qui adhèrent, ces grands industriels qui adoptent déjà ces changements, les planifient pour l'avenir. Et il y en a d'autres qui ne le font pas, qui vivent dans le passé. Il nous faut un catalyseur, que quelqu'un s'y mette, et c'est pour ça que la politique est si importante. On ne peut pas juste voir les choses de manière comptable, parce qu'aujourd'hui, les prix des matières premières sont assez bas. On sait très bien qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que nos ressources sont limitées et qu'on consomme 3 fois trop de matières premières. À un moment donné, ce ne sera plus possible. Comment aller au-delà du recyclage? Comment en faire un phénomène global qui va de soi? Aujourd'hui, 800 millions de tonnes de déchets finissent dans les décharges. On y entrepose des matériaux et de l'énergie. Ce qu'on doit d'abord faire, c'est se doter des équipements, des infrastructures localement au service des populations et de l'industrie pour revaloriser tout ça. L'éco-conception, la manière dont on conçoit les produits, les rend beaucoup plus durables. C'est 80% de notre empreinte écologique qui est en jeu ici. Celui qui pollue paie, on peut l'appeler la responsabilité élargie du producteur. Il est toujours question de payer pour les dégâts que vous causez à l'environnement. On voit émerger beaucoup de nouvelles politiques en Europe où on essaye vraiment de mettre la pression sur ces industriels et comme ça ils prendront conscience des choses parce que si polluer leur coûte de l'argent, eh bien ils vont repenser leur conception pour éviter ces coûts. Pensez-vous que ce paquet économie circulaire aille assez loin? C'est un bon début. Ils essayent vraiment de faire en sorte que ces 800 millions de tonnes qui finissent dans les décharges soient recyclées, transformées en énergie ou revalorisées. Ce qu'il faut faire quand on récupère ces matériaux valorisables, c'est leur trouver un marché. Il faut nous assurer qu'on ait un marché actif et viable en la matière. Actuellement, les prix des matières premières fluctuent beaucoup. Les cours du pétrole sont bas et donc parfois les chiffres ne sont pas incitatifs à court terme. Mais si on revient à une vision à long terme et qu'on met en œuvre des mesures qui favorisent la demande pour que ces matériaux soient placés sur le marché, alors on peut déclencher cette démarche circulaire. 580 000, c'est le nombre d'emplois qu'on peut créer en Europe en misant sur l'économie circulaire. On pourrait aussi économiser jusqu'à 500 € par foyer par an en dépenses d'énergie. Rien d'étonnant du coup à ce que des villes comme Amsterdam se lancent, comme l'a constaté Monica Pina sur place. L'économie circulaire occupe une place centrale dans les objectifs de développement durable adoptés par les Pays-Bas. Elle est censée générer 7 milliards d'euros par an et permettre la création de 54 000 emplois. Amsterdam en est la parfaite illustration d'après cet élu. Dans la mesure où les villes se développent, l'élan qu'elles peuvent donner en stimulant l'innovation et le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire peut être très important. S'il n'y a pas d'impact économique, l'évolution qu'on essaye de mettre en œuvre ne se produira pas, ou alors pas aussi rapidement que ce qu'on voudrait. Voyons comment Amsterdam est en train de devenir circulaire. Partons en visite. En rendant circulaire le secteur du bâtiment à l'échelle de la ville, la municipalité espère générer 85 millions d'euros de valeur par an et augmenter de 3% la productivité d'ici 2040. Un exemple avec Parc 2020. Ce projet allie circularité et plus forte productivité, en grande partie grâce à la réutilisation de matériaux et à une meilleure efficience. Chaque bâtiment a été construit uniquement à partir d'éléments revalorisables. Le défi, c'est de construire de manière à ce qu'il soit facile de réutiliser les composants. Le système linéaire actuel n'est pas assez optimisé par l'ensemble des acteurs de la chaîne, alors que dans le cadre de l'économie circulaire, on cherche une totale optimisation. Amsterdam a aussi fait de ses déchets ménagers une source de revenus et d'énergie. Chaque habitant en produit environ 370 kg par an. 27% de ces détritus sont acheminés dans ce complexe en vue de leur transformation. Une partie est incinérée, produisant des cendres particulièrement précieuses. Ce qu'on voit derrière moi, ce sont les cendres résiduelles où on trouve beaucoup de métaux et de matériaux de valeur. On peut les filtrer pour les réutiliser. L'étape suivante vient achever le cycle économique de ces déchets.
Chaque année, le complexe produit 300 000 tonnes de cendres résiduelles. Environ 10% sont recyclés sous la forme de métaux. Les 90% restants sont des minéraux grâce auxquels on fabrique des pavés pour refaire les rues ou les trottoirs, etc. Amsterdam espère recycler 30% de ses déchets ménagers dès cette année et 65% en 2020 et ainsi devancer ce même chiffre cible que l'Union a fixé pour 2030. Par ailleurs, les Pays-Bas ont également pris beaucoup d'avance sur l'objectif européen de réduire les détritus qui finissent à la décharge à 10% maximum des déchets d'ici 2030. Nous sommes toujours avec David Palmer Jones. Quand vous voyez des villes comme Amsterdam et qu'on parle d'emploi à la clé, est-ce que c'est réaliste ? Oh, c'est tout à fait réaliste. Tous ces déchets, parce qu'aussi on a une vie de plus en plus urbaine, ont tendance à avoir un rapport avec la taille de la population. Donc ce qu'il faut pour aboutir à une véritable circularité, c'est une grande échelle. Et c'est le cas dans des villes comme Amsterdam, qui compte un grand nombre d'habitants. Elle peut servir d'exemple dans le monde. C'est d'ailleurs ce qu'on doit faire, démontrer que ce nouveau mode de vie fonctionne. Le programme de symbiose industrielle, c'est un terme barbare, mais ça veut juste dire que le déchet produit par une personne peut être la matière première d'une autre, et c'est ce que les villes doivent commencer à faire. Rassembler les déchets et les proposer aux industriels pour ainsi fermer la boucle de la circularité et créer les emplois dont vous parlez. Si on se place du point de vue des entreprises, en termes de mesures et d'applications, quelles seraient vos recommandations ? Dès maintenant, aidez-nous à traverser cette première période et créer les conditions d'un marché sur lequel on peut se positionner. Ensuite, pour moi, il ne faut plus du tout qu'on génère de déchets et avec l'augmentation de la population mondiale, on doit trouver des réponses et selon moi, elles viendront de l'innovation et de la technologie. David Palmer Jones, merci beaucoup et merci à vous de votre attention. À bientôt.